bah, un flop titanesque, mais calme plat. Et calme plat, limite un peu vexant, quoi. Quand t'as mis un quart de million dans un projet et que personne vient, ça picote. Là, Reveal, c'est rentable. Enfin, pas le média. La plateforme est rentable. Là, je réinjecte encore un peu de thunes. On fait du 50 millions de vues par mois sur nos Insta. Ensuite, TikTok fait 2 à 3 millions de vues par jour dessus. Putain, mais je suis vraiment en train de déjeuner avec le fondateur de OnlyFans. Enfin, t'es en mode. Ouais, c'est fou, tu vois, j'étais comme un gosse, je vais pas mentir. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Manoa, tu le sais peut-être, mais à chaque fois qu'on invite quelqu'un, on dit toujours la même chose, Alex, c'est on est hyper content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ravi. C'est vraiment le refrain habituel. Mais toi, Manoa, tu es la première personne qui revient pour une seconde fois. Et donc on est Oh, d'autant plus content de te quel revoir. honneur. Mais quel honneur. D'autant plus qu'il y a un an et quelques, lorsque tu es venu, tu avais lancé une plateforme qui, à l'époque, n'avait pas encore changé de nom. Si je dis pas de bêtises, ça C'est s'appelait ça. encore Mademoiselle, ou Demoiselle, pardon, Demoiselle. C'est ça. Tu venais tout juste de lancer la plateforme. Je sais même pas si tu avais déjà du volume d'affaires dessus. Je ne pense pas. Et un an s'est écoulé. Il s'en est passé des choses en termes de volume d'affaires, en termes de tests, d'expérimentation, d'innovation aussi sur le marché français dans ton industrie. Des trucs totalement délirants. Euh, Délirants à outrance même, si je peux dire, notamment je pense aux médias que l'on peut Aux voir vidéos. Eh sur oui. YouTube ou sur Instagram. Donc, on a énormément de questions, des questions sur ton parcours entrepreneur, puisque là, les 3 premières années, généralement, on est dans les tranchées, c'est la galère, on doute en permanence, donc ça nous intéresse de savoir comment ça s'est déroulé pour toi. Également, on s'intéresse à l'évolution de ta plateforme, l'évolution de l'industrie. Qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis un an et demi? Est-ce que tu as vu des changements ou pas, que ce soit avec les modèles IA? J'ai cru voir que ta plateforme les avait refusés assez récemment, donc on pourra revenir dessus. Euh, et puis, euh, je suis tombé dessus il y a 5 minutes, pour être très honnête. Je viens de voir que le nouveau propriétaire de OnlyFans comptait vendre avait reçu des propositions d'achat d'ailleurs, pour plus de 8 milliards de dollars. Il avait racheté en 2018 75% des parts au fondateur de OnlyFans. Et là, il se pourrait que après avoir fait 6 milliards de revenus en 2024, eh bien, de volume d'affaires, j'entends, eh bien, ils vendent sa plateforme plus de 8 milliards. Beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Je propose de commencer par fais-nous un récap, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et quelques? Bah, état des lieux en termes d'industrie, de manière générale, euh, ça a encore augmenté. Le gâteau est devenu plus grand en termes de demande, de consommateurs, etc. Mais je pense que la proportion de gens qui veulent manger du gâteau a augmenté plus vite quand même que la taille du gâteau. Même s'il y a plus de gâteaux, il y a beaucoup plus de gens qui veulent piocher dedans. Là, par exemple, on a eu, je crois que la nouvelle est tombée hier ou aujourd'hui, OnlyFans qui va peut-être, même très sûrement, se revendre à hauteur d'environ 8 milliards. Donc on est quand même sur la confirmation de géants du X qui se revendent à des sommes astronomiques. En fait, c'est limite la première fois en fait que les sommes sont rendues publiques dans l'industrie du X. Avant, en fait, personne n'avait trop idée parce que toutes les reventes se faisaient un peu dans l'ombre de mecs du X à plus gros mecs du X. Donc tous les montants étaient privés, etc. Et là, c'est limite la première fois qu'on a autant d'infos sur la revente d'une entreprise de X. Attends, juste Euh, petite question, ouais, je te coupe, mais c'est juste pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Est-ce qu'on a l'identité de l'acheteur, du potentiel acheteur? pas pour l'instant. Là, sur les articles, c'est un groupe d'investisseurs. Mais Ok. voilà, à tous les C'est, coups, ça c'est sera le, un... le groupe, c'est mené par The Forest Road Company. Voilà, je sais Ah, pas t'as si ça te parle. l'info? Ok, d'accord. Non, je l'ai Ah, pas. Company. je ne connais pas du tout. Ils font quoi, eux, d'habitude? Aucune idée. Ok. D'accord. Mais voilà, du coup, en termes d'industrie, c'est devenu plus gros, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui veulent prendre leur part. Donc, ce qui complexifie, slash sature un peu le marché. Évidemment, quand t'es très bon, tu le sens pas trop, mais du coup, c'est très difficile de rentrer dedans.
Et sinon, là, il y a eu le grand tremblement il y a un mois et demi, avec la vérification d'âge sur le territoire français, quoi. Ça, ce qui a énormément bousculé l'industrie, parce que bah, jusqu'alors, c'était des gens qui voulaient absolument rester anonymes. Et là, tous les gros sites, toutes les grosses plateformes, maintenant, doivent demander la vérification d'identité si la personne qui consulte le site est française. Alors là, on parle de vérification d'âge pour les modèles ou pour les consommateurs? Pour les consommateurs, c'est ça Aïe, qui aïe, change aïe. tout, là. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais. Et est-ce que tu as vu une chute drastique du nombre de visiteurs, du nombre de consommateurs depuis cette loi ou pas? Alors, nous, de notre côté, non, mais parce qu'on est en hyper croissance, parce qu'on est encore jeune, donc en fait, on ne sent pas forcément une perte comme celle-ci. Par contre, OnlyFans, j'ai eu énormément de retours d'agences de modèles qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de manière conséquente. On parle de un tiers en moins, si ce n'est même parfois la moitié de CA en moins, parce que OnlyFans fait un truc qui est incompréhensible. Je sais pas si c'est parce que c'est le numéro un et qu'ils sont extrêmement regardés. Mais là, par exemple, ils demandent la vérification d'identité toutes les heures ou à chaque connexion. Donc vous imaginez la friction pour le mec qui est venu se faire plaisir avec une modèle, une créatrice, et qui doit re-rentrer soit sa tête, soit sa carte d'identité toutes les heures. Ah ouais. Donc voilà, ça a été les gros changements récents, entre guillemets, de l'industrie. Je vous recoupe une deuxième fois, je suis désolé. The Forest Company, après petite vérification, est un fonds qui prête dont le métier est de prêter de l'argent en fait. C'est de faire des prêts. Ok, Ok. d'accord. Des prêts dérégulés évidemment, pas des prêts bancaires, hein, des prêts Oui, bien dérégulés. sûr. Il y a des taux très importants. Donc je vois assez bien le truc. En fait, ils veulent juste faire du fric, ils s'en foutent. Ah Et oui, ce qui bah, est hyper c'est la intéressant, cash ça veut machine. dire que c'est un acteur pour la première fois, ce que tu disais tout à l'heure, pour la première fois on entend parler des montants. Ça veut dire que aussi potentiellement, c'est la première fois qu'il y a un acteur hors de la thématique qui vient et qui se dit, bah c'est devenu un business viable. Oui, ça c'est un truc qu'on remarque assez intéressant, c'est que bah, c'est aussi pour ça que je l'avais énoncé en début de podcast, c'est que c'est la première fois où les montants deviennent publics, ou, bon ça je m'étais pas renseigné parce que j'ai vu la news vraiment ce matin avant qu'on fasse le podcast, où voilà, le nom des acheteurs est aussi rendu public, ce qui marque un gros tournant. Parce que jusqu'alors, en fait, c'était que des mecs du X qui rachetaient d'autres mecs du X. Et Leonid Ravitsky, là, qui a 75% d'OnlyFans, c'était un mec qui avait le groupe MyFreeCams, etc., énorme groupe de X, qui l'a racheté à un autre mec du X, Tim Stokely, quoi. Donc avant, il y avait vachement cet entre-soi, et là, il semblerait que ça commence à s'étendre un petit peu, ce qui est très prometteur d'un côté pour le X. Ok. Est-ce qu'on peut revenir, est-ce que tu peux nous refaire la chronologie depuis le dernier podcast, notamment sur le niveau de la plateforme, le changement de nom, Ouais, vos galères au début, le lancement du média? Tu peux faire un monologue, hein. Il y a des ok. choses à dire, je Alors, ouais, il y a un an et quelques, quand on a fait le podcast, justement, on avait presque fini la plateforme. Mais c'est il y a un an tout pile, je crois qu'on a reçu les premiers paiements. Donc, quand on a fait le podcast, la plateforme n'était pas encore online et fonctionnelle. Là, depuis, évidemment, elle l'a été. Donc, en mai-juin 2024, là, on a eu la plateforme en ligne, les premiers abonnements, etc. S'en est suivi, mais une montagne de galères bien spécifiques au X en plus. Travailler avec une banque qui accepte que vous fassiez du X, trouver un processeur de paiement qui vous permette d'encaisser des paiements du X et qui va pas vous couper lorsque vous ferez un volume trop important, vérifier l'identité des modèles, et c'est encore plus important que les consommateurs parce que là, la règle de vérification d'âge des consommateurs, c'est un truc pondu par des aristocrates français qui se disent waouh, on va protéger les mineurs, génial, top. Ce qui était ultra important, surtout à l'époque, qui était la seule demande légale, c'était de vérifier les identités des modèles. Et en fait, faut être extrêmement exigeant et payer des services extrêmement chers pour faire signer des contrats proprement, s'assurer qu'elles les ont lus, qu'elles mettent leur carte d'identité, qu'on puisse s'assurer que la carte d'identité qui est en train d'être filmée, c'est pas une fausse ou elle est pas prise sur un écran d'ordinateur et que ça correspond bien au visage de la personne qui est en train de faire la vérification d'identité. Et donc en fait, ça requiert des logiciels un coûteux, deux compliqués à mettre en place. Ça, on a réussi à le faire. Euh, et donc ouais, on a stagné pendant énormément de temps parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais persuadé que putain, on fait une plateforme qui assume de faire du X, qui est mieux en termes de features, qui est moins cher, mais tout le monde va se ruer dessus. On m'attend. Pas du tout. Même si en juin 2024, on était en mode bon là, on prend que quelques modèles, quelques agences pour pas griller nos cartouches.
en amenant tout le monde et qu'il y a un gros bug qu'on n'avait pas prévu. En septembre, par contre, après avoir fait tous les tests, là, on est en mode de lancement, quoi. Venez, c'est maintenant, c'est public. Un flop titanesque. Parce qu'en fait, même si t'es mieux, le switching cost est trop important. Les gens sont sur Mime, même si ça bug, même si c'est cher, même si c'est pas optimisé, etc. Ben, ils ont leurs fans là-bas, ils ont leurs habitudes là-bas, leurs agences travaillent avec Mime, etc. Même si OnlyFans c'est en dollars, même s'il y a des taux de change qui sont aberrants, même si c'est pas bien traduit en français, etc. C'est OnlyFans. Donc en fait, on n'avait aucune chance, on est arrivé, puis on a eu quelques agences, quelques modèles, hein. Mais, euh, mais calme plat. Calme plat, limite un peu vexant, quoi. Quand t'as mis un quart de million dans un projet et que personne vient, ça picote. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, ce qui revient, c'est, mais personne connaît Reveal, les fans connaissent pas Reveal, les modèles attendent de voir, les agences trouvent pas ça intéressant de s'y investir. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire le seul truc que je sais faire, dont on avait parlé d'ailleurs quand j'étais venu chez vous, c'est faire de la viralité comme un porc. Et puis, en fait, on va faire FOMO tout le monde, les fans, les agences, les modèles, parce qu'en fait, ils verront du contenu Reveal 6 fois par jour et elles se diront, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est sur Reveal ou quoi? Et du coup, j'ai commencé à faire des podcasts cet été. Et depuis août, on publie entre 4 et 8 vidéos longues interviews par mois, avec des modèles, avec des créatrices. Et en fait, vu qu'on a mis les yeux de Reveal partout, l'introduction avec la petite voix féminine qui fait Reveal, ce genre de choses, mais en fait, au fur et à mesure, ça a fait effet boule de neige. Parce qu'on était confronté à ce qu'on appelle l'effet de réseau, comme Airbnb, qui d'un côté doit avoir des hôtes. Mais pour avoir des hôtes, il faut des gens qui veulent se loger. Et pour avoir des gens qui veulent se loger, qui vont sur Airbnb, il faut des hôtes. Et en fait, vous avez un dilemme comme ça qui est éternel. Et du coup, le défi du truc, c'était d'avoir une cadence de croissance modèle agence, mais aussi fan, qui soit équilibrée. Parce que si on avait plein de fans pour deux trois modèles, bah, les deux trois modèles pourraient pas suivre le flux et les fans seraient en mode mais il y a personne en fait. Sauf que si on avait plein de modèles, plein d'agences, mais pas de fans, le bruit qui aurait couru, ça aurait été voilà, Reveal c'est claqué, il y a personne quoi. Et donc en fait le média a permis justement de faire FOMO tout le monde. Et là on arrive donc, franchement on faisait des sommes ridicules il y a encore quelques mois. En novembre-décembre, on était à 5 chiffres de volume d'affaires et pas très beau 5 chiffres. Et en fait, c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire que là, ça fait littéralement depuis décembre qu'on fait entre x1,5 et x2 sur le volume d'affaires tous les mois. Mais par contre, il y a vraiment eu cet effet boule de neige grâce aux médias, quoi. Du Voilà un coup, petit peu la situation actuelle, quoi. Du coup, là, moi, j'ai plein de questions parce que enfin, ce que tu viens de dire est hyper intéressant. Juste pour rappeler, toi, t'as jamais levé de fonds sur la boîte. Zéro, ouais. Zéro. Donc, t'as dit tout à l'heure, j'ai cru comprendre 250 000 balles, si je... Oh, si on ajoute le média, on est plus sur du 300, 350, quoi. Ok. Mais ouais. Prenons une enveloppe à 300. Donc, tout ça, tu l'as financé, en fait, avec ton autre, enfin, ou ton ancienne activité, je suppose. T'as fait une espèce de switch, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, c'est que auparavant, enfin, jusqu'en de 2020 à 2023, je faisais majoritairement de l'infoproduit. Ouais. J'ai fait 1 million 6-7 hors taxe avec. Donc c'était un business qui rapportait bien. Même si on est passé sous l'IS et qu'on s'est bien fait savater la tronche par la France, il restait de la trésor. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est con parce que j'avais une grosse formation pour se lancer dans ce business, OnlyFans, Mime, accompagner les créatrices, etc. Je vendais la formation entre 700 et 1000 euros. Les gens venaient, ils prenaient la formation, super contents de la formation, et hop, ils font 20 000 euros par mois, et moi je ne touche rien là-dessus. Bon, un peu chiant, et du coup je m'étais dit, bah attends, c'était la mode, on commençait à parler de SaaS, et je me dis, bon, SaaS, je vois pas ce que je peux faire. Par contre, une plateforme, enfin, on voit ce qui va pas chez OnlyFans, on voit ce qui est génial chez Unlocked, OnlyFans, etc. Viens, on fait un mix de tout, et puis on optimise ça pour les agences, pour les modèles, paf, Ouais. quoi. Et du coup, c'est grâce à l'argent de l'infoproduit, du coaching, etc. que j'ai fait Reveal, ouais. Ok, trop cool. Et là, donc, est ton point hyper fort de ce que moi j'en comprends, ça a été de te dire, d'utiliser tes mêmes techniques qui t'ont porté la première fois. On en avait parlé la dernière fois avec alors, la dernière fois, c'est un peu différent. C'était, si je dis pas de bêtises et je me souviens bien, c'était des comptes anonymes où tu avais repris des autres entrepreneurs et tu balançais à mort jusqu'à ce que ça bump et tout ça. Cette fois-ci, pourquoi tu as fait le choix
de faire ton propre contenu? Parce que pour le coup, là, et moi je me suis abonné à toi après notre dernier podcast, et t'as un contenu qui est très marqué. Tu vois. Quand il y a une vidéo qui commence, je sais que c'est la tienne. Alors, dans mon cas de figure, je suis abonné qu'à Ouais. toi, qui propose ce type de contenu, mais tu le vois tout de suite, tu vois. Il y a une vibe, il y a un air, il y a... Et j'ai forcément envoyé, quand il y a des trucs complètement loufoques qui sortent, je vais forcément envoyer à des potes, tu vois, ce genre de conneries. Merci pour le Et reach. de rien. Et donc, si tu veux, je me dis, enfin, ma question fondamentale pour qu'elle soit claire, c'est qu'est-ce qui, t'a- enfin, comment t'as eu l'idée de changer un peu de braquet, parce que tu aurais pu faire la même technique en prenant tu vois, des bouts d'interview de modèles à droite à gauche et retabasser le même truc. Pourquoi tu t'es dit cette fois, je vais faire du personal branding, du vrai personal branding, et pourquoi je vais changer un peu de méthode? Euh, c'est une excellente question déjà. Euh, Bah en fait, moi, j'avais appris à le faire via des interviews d'autrui, ce qui me permettait d'avoir un énorme montant enfin, énormément de ressources premières, parce que c'était à portée, parce que j'avais juste à télécharger, à cut, je pouvais tester 30 contenus différents. J'avais pas le budget aussi à l'époque, on va pas se mentir. Euh, J'avais pas le budget, j'avais pas l'audace, mais par contre, je voulais l'utiliser pour faire du réseau, du machin, faire du reach, voilà. Là, par contre, même j'avais testé de sortir des interviews d'Astrid Nelsia, de Polska, qui étaient les seules en fait créatrices à l'époque, quasiment, qui faisaient du contenu que je pouvais shorter. Sauf que s'il y a 3 interviews, bah t'en fais vite le tour, quoi. Et du coup, là, ce que je me suis dit, c'était justement en réponse à ce problème de réseau. Pour avoir des fans, il faut des modèles des agences. Pour avoir des modèles des agences, il faut des fans. Parce que ce truc qui est éternel et qui est horrible, quoi. Je me suis dit, bah en fait, le seul moyen que les gens connaissent Reveal, qu'on ait une crédibilité, qu'on soit en accord avec ce côté, voilà, la plateforme qui écoute ses collaboratrices, les modèles, etc., bah, c'est de faire des contenus produits par nous-mêmes. Et en fait, j'ai interviewé une amie créatrice qui s'appelait Tiffania à l'époque. Le podcast avait trop bien marché. Je me suis dit, bah, en fait, on va refaire ça. Et du coup, à Cannes, j'ai tourné les premières interviews avec tout ce qui était Sebi Daddy, Gabriel, Tiffany, La Petite Ange, enfin, une première salle de créatrices, Carla Vix aussi. Ça a très très bien marché. Je me suis dit, bah en fait, voilà, tu sais faire du reach, tu sais faire de la viralité. En plus, là, c'est des contenus que tu produis avec des créatrices que tu briefes, que tu connais, etc. Tu peux faire des contenus qui sont bien bien meilleurs parce que tu as la maîtrise totale de la chaîne de production, quoi. Et en plus, tu peux les brander avec les petits yeux reveal, le petit logo reveal, le petit slogan reveal, etc., etc. Alors, ça me pousse vers une autre question hyper intéressante. Tu as dit tu peux les briefer, tu maîtrises, le mot hyper important, tu maîtrises la chaîne de prod. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand toi, tu tournes un podcast et que comment dire, tu le bosses avant, tu pré-briefes les modèles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toute une discussion, tu sais où ça va aller. Parce que ce qui est très fort dans ce que tu fais, du coup, je pose la question parce que je ne sais pas, évidemment, mais c'est que ça a l'air très naturel. Ça a l'air très, tu vois, ce qu'on fait là un peu, on parle et tout Ouais. ça, on se briefe sur le sujet général avant, mais on n'a pas de fil conducteur réellement. Toi aujourd'hui c'est du pur produit, c'est-à-dire tout est produit, tout est scripté, quasiment, j'exagère, mais mot par mot, ou c'est vraiment un format podcast où vous avez un thème général, tu vois, et deux trois grandes idées, et puis après ça déroule et c'est un peu free. Alors, moi, je scripte jamais mes contenus parce que ça se sent en fait. Là même, j'ai des concurrents qui commencent à faire des podcasts, pardon, interviews avec des modèles. Bon, je pense que tu mets 10 secondes, tu sens que le mec est pas à l'aise, tu sens qu'il a préparé chacune de ses questions, tu sens qu'il y a eu des cuts. Ça enlève tout le truc de tension, de suspense, etc. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, avant l'interview, enfin, mon assistante déjà se met en contact avec la créatrice et définit un ton à l'interview, définit s'il y a des happenings, comme ça, elle sait ce sur quoi on va partir pendant l'interview. Elle est quasiment tout le temps là durant. En revanche, moi, j'ai jamais connaissance jusqu'à il y a 3-4 minutes avant le début de l'interview, quoi. Donc en fait, au début de l'interview, moi j'ai souvent un téléphone, du coup, avec quelques phrases, quelques anecdotes que je ne connais pas, mais que mon assistante m'a marqué pour que je sache ce vers quoi aller. Et encore une fois, les happenings, c'est Swanny, du coup, mon assistant qui les définit avec la modèle. Et moi, je suis pas au courant. Par exemple, si vous avez vu la vidéo qui a énormément tourné avec le Soumi qui faisait table basse, ça c'est un monument du divertissement reveal.
Et en fait, durant toute l'interview, t'as un soumis qui fait table basse à côté de sa maîtresse, du coup. Bah, ça, je ne le savais pas. Mais c'était super important que je le sache pas, parce que T'as sinon, vu celle-là, tout- Alex? Du toute coup? la vibe de la vidéo est détruite, Putain, en fait. tu t'es fait ban sur Insta. Moi, je te suis sur Insta essentiellement. J'ai pas vu ça. On était Shadowban là pendant très longtemps. Et du coup, là, c'est bon, on est de retour. Mais ouais, du coup, en fait, on fait en sorte que ça soit d'une certaine manière scripté, qu'on sache à peu près ce vers quoi on va aller en termes d'anecdotes, d'happening, etc. Mais c'est Swanee qui le sait pour que moi, dans l'interview, mes réactions soient vraies. Que ça se sent, sinon quand c'est scripté, euh, c'est pas agréable. Les gens le sentent, quoi. Et alors, juste petit retour en arrière. euh, T'es passé de Demoiselle à Reveal. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, tout à fait. J'aimerais que tu puisses nous expliquer le pivot. Et aussi, si tu peux, potentiellement, une rencontre qui finalement a changé le nom. Le pourquoi de la rencontre. Alors, je crois que tu es sous NDA, mais essaye de nous donner un peu les backstage de cette rencontre du coup avec le fondateur de OnlyFans. Ce qui Ah, il t'est est passé trop. Très derrière bien. la tête. C'était Pardon? pas secret défense, c'est pas secret défense, t'inquiète pas. Mais en Luc, gros, je pense qu'on va t'enlever des podcasts sur des trucs Ouais. aérospatial et tout parce que les infos partent trop vite. Non, je l'avais dit, c'est bon. Mais oui, oui, vas-y, je t'en prie. non, non, mais justement, c'est parce que sur ton canal Telegram, t'en parles que je me suis permis de Oui, oui. d'énoncer le nom, sinon j'aurais pas osé. Mais en fait, ce qui m'intéresse, alors encore une fois, t'es sous NDA, donc pas besoin de révéler, mais t'as quand même rendez-vous avec une personne qui est milliardaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tous les fantasmes que t'as dû te faire sur ce qu'il va te proposer, etc., etc. Et derrière, est-ce que tu peux nous donner des petits trucs croustillants, des conseils qu'il a pu te partager, qui finalement ont mené à ce changement de nom? Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que le changement de nom ne vient pas de ma rencontre avec le fondateur d'OnlyFans, elle vient d'un peu avant. J'étais à Cannes lors du festival, du coup, le festival business, je sais pas comment il s'appelle, c'est pas le festival de Cannes actuellement, c'est le festival où, je crois que c'est en juin, où il y a Spotify, TikTok, etc. Il y a un festival, le Airos, peut-être, je sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, il y a un festival à Cannes qui est très très axé tech. Je crois qu'il est en juin-juillet. Et du coup, j'y étais durant cette période. Et à un moment, j'ai été invité sur un yacht où du coup, je suis allé, etc. Avec des amis qui étaient créatrices, ma copine de l'époque, etc. Et à un moment, en fait, une des créatrices me dit, mais attends, tu sais qui on vient de croiser là, juste avant de monter sur le yacht? Je lui dis, non. Elle me dit, mais c'est Gary Vee. Vous deux, vous connaissez évidemment. Je Très dis, mais bien. attends, quoi, machin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi, de base, je suis très introverti, timide, etc. Je dis, oh putain, c'est incroyable. Nan, nan. Elle dit, mais attends, mais il y a son yacht à côté. Effectivement, on voit un deuxième yacht très grand avec Viner ex-média. Nan, nan. Au final, la créatrice qui a beaucoup plus d'audace et beaucoup moins de timidité que moi, arrive à nous faire monter sur le yacht. Je rencontre un gars qui a vendu sa boîte au groupe de Gary Vee. Et du coup, je me dis, putain, je suis avec des entrepreneurs américains qui sont multimillionnaires. Je pitch mon offre, mais pas dans une démarche de lever des fonds, en mode qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Donc je dis voilà, c'est comme OnlyFans, c'est optimisé en ça, en ça, en ça. On va faire un média tout autour, là, là. Donc ça s'appelait Demoiselle, effectivement, à l'époque. Et je finis mon pitch, et il attend un petit peu comme ça, il me fait, en gros, il me dit en anglais, franchement, tout est bien. Bon, évidemment, tu vas avoir des merdes, ça sera beaucoup plus compliqué que ça, etc. Mais tout me semble cohérent. Par contre, épelle-moi le nom une fois de plus. Et du coup, je suis en mode D-I-M-O. Il me fait tout long, boring. Il me fait genre, je comprends rien. On sait pas si c'est singulier, pluriel. On sait pas si c'est mademoiselle, mesdemoiselles, demoiselle, damoiselle, au singulier, pluriel. Point A, pas la fin. Pff. Et il me dit, limite, tu l'aurais appelé madame. Ça aurait été très bien. Mais je suppose qu'en français, vous auriez le même problème de madame, mesdames, madame avec un E à la fin ou madame en anglais sans E. Et en fait, c'est un truc tout con, mais ça définit tellement de trucs. Donc à la fin, j'étais un peu deg parce que moi, ça faisait 1 an que je travaillais sur Demoiselle avec le talon, toute la DA, etc. Mais je me dis non, sois pas buté. En vrai, il a raison. Ça sert à rien de construire un branding Demoiselle sur le média pour au final tout rebrand. Donc je vais changer. J'ai ouvert ChatGPT, je l'ai poncé pendant une demi-heure. Il m'a sorti plein de trucs. Et au milieu de ces trucs-là, il y avait Reveal. Reveal.com, c'était à 50K. Donc j'ai fait, waouh, relou un peu, le nom de domaine. Et du coup, j'ai pris reveal.me, ce qui fait révèle-moi, tu sais, en termes d'appel à l'action sympa.
Donc voilà pourquoi on a changé de demoiselle à Reveal. Incroyable quand même. Une Et rencontre qui normalement aurait pas dû se faire, oui, qui finalement, a eu un impact de dingue sur toute ta com derrière. et pour la rencontre avec Tim Stokely, qui m'a écrit sur Instagram, au début je pensais que c'était un fake, je me suis dit c'est pas possible. Mais sauf qu'en fait le compte je le suivais, donc je me suis dit bah non, a priori je pense que c'est lui, il est certifié, machin, voilà. Donc il m'écrit, et très 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 shady dans son approche, il me dit ouais on veut quelqu'un qui est bon en OFM en France, on t'a vu toi, et qu'on t'a vu les interviews, etc. Le- Preuve que le média marchait bien. On a vu les interviews, machin, donc est-ce que tu serais disponible pour un call? Je fais oui, je vais me rendre disponible, oui, pas de souci. Je suis disponible matin, midi, soir, 3 heures du mat, pas de souci. On fait un call. Le premier call, c'était sans lui. Je devais passer une préqualification avec son bras droit, enfin sa bras droit, là, là. J'ai passé le test. C'était le seul examen de Mais ma vie que j'ai passé. alors, c'est-à-dire juste là une préqualification pour quoi au juste? C'était quoi le type de question qu'on te Mais posait? en mode voir si j'avais la tête sur les épaules, que je n'étais pas un demeuré, que je parlais bien anglais, que voilà, que c'était bien, enfin que je lui raconte ce que je faisais, depuis quand, comment, etc. Donc j'ai fait un monologue pendant 25 minutes en anglais, top, génial. Euh, Au final, du coup, elle m'a dit bah ouais, je planifie le rendez-vous avec Tim. 3-4 jours plus tard, on l'a eu. Et il me dit ouais, ton profil correspond bien à ce qu'on recherche, etc. Tu passes bientôt par Londres. J'avais aucune intention d'aller à Londres. J'ai fait, mais bien sûr, ça faisait des semaines que j'étais à y aller. C'est le coup du sort, quoi. 3 jours plus tard, je suis dans un avion, direction Londres, et on a eu le fameux rendez-vous. Euh, Où effectivement, je peux pas trop dire parce que, effectivement, contrat de confidentialité, tu es bien informé. Mais en gros, il y a eu une partie du déjeuner qui a duré 2 heures quand même. T'es 2 heures en tête à tête, hein. C'est-à-dire qu'il y avait lui, sa bras droit à ma droite et son chief dev opérateur là. Tu passes 2 heures avec le boss final de ta niche, qui est milliardaire, enfin c'est un truc, tu vois. Et du coup, il y a une partie dont je peux pas du tout parler. Et en revanche, la deuxième partie, c'était en mode, bah, du coup, toi, reveal, etc. Il s'intéressait beaucoup. Et ce qui m'a frappé, ouais, c'est le mec milliardaire, c'est le boss de fin de mon industrie. Euh, et il avait une intelligence sociale telle que le mec m'a quand même fait me rendre plus intéressant que lui, de par sa manière de parler, de poser des questions, quoi. C'est ça qui est tout fou. Enfin, il me posait 10-15 questions, j'étais en mode, non mais attends, laisse-moi t'en poser. Enfin, c'est pas le même niveau là. Ce qui me fait rire quand moi je viens des soirées entrepreneuriales de Paris où le mec fait 3-4 CA en vendant des sites web et il se prend pour Steve Jobs. Là, t'as le mec qui a créé OnlyFans, qui est d'une modestie sans pareil. Ça remet les choses à leur place, quoi. Grosse claque Alors, d'humilité, j'ai fait ouf, ok. question qui n'a rien à voir finalement avec le sujet de la vidéo. Moi personnellement, j'ai jamais mangé avec un milliardaire. Je sais pas pour toi, Alex. Euh, J'ai c'est jamais mangé, mais j'ai eu la chance et j'ai des questions après sur ce sujet-là. J'ai eu la ok. chance de croiser Marc Cuban au CES Pas mal. et Gary Vee au CES aussi il y a quelques années, alors qu'il n'est pas milliardaire à ma connaissance ou pas loin, mais voilà. Et euh, et euh, et Xavier Niel évidemment. Bon, Évidemment. Xav, évidemment. pour les Et donc, intimes. donc voilà, mais pas de dîner, c'était plutôt des trucs En tête à plus tête. rapides que ça. Ouais. Alors, du coup, enfin, déjà, c'est quel type, un milliardaire t'invite dans quel type de resto? T'as dit qu'il y avait son bras droit avec. Comment ça se passe lorsque t'arrives, tu dis bonjour, j'imagine que tu devais être trempé de partout. Euh, Tremblant peut-être. Bah en fait, je suis arrivé en même temps que sa bras droit, du coup, là. Ok. On s'est installé. Il y a vraiment ce moment où je le vois arriver dans le resto, je me dis putain, mais je suis vraiment en train de rencontrer, de déjeuner avec le fondateur de l'OnlyFans. Enfin, t'es en mode, en vrai, c'est fou, tu vois, j'étais comme un gosse, je vais pas mentir. Et, euh, et en fait, au début, très carré, business, machin chose, voilà. Bon, on a signé le NDA, voilà. Et au bout d'une heure, du coup, beaucoup plus chill parce qu'on a passé le truc pro pour lesquels on devait se voir. Et là, il y a une heure où le mec s'intéresse à toi, quoi. Enfin, genre, je lui montrais les médias entrants, qui est une fonctionnalité qu'on a développée sur Reveal qui permet aux mecs d'envoyer une photo d'eux et bien souvent de leur engin euh, en payant un prix défini par la créatrice au préalable. Donc en fait, on a réussi à monétiser les dick pics qui étaient jusqu'alors pour les créatrices juste un truc subi qui ne rapportait rien. Nous, on l'a monétisé. Euh, donc je lui parle de ça et il me fait ah montre-moi. Donc là je suis en train avec l'interface reveal de montrer au fondateur de l'OnlyFans oh c'est comme ça machin. Le checkout il est que après que le mec ait pris la photo pour maximiser l'engagement dans l'action d'un et donc la conversion.
Et le mec est en mode, waouh, c'est so smart. Je suis en mode, mais ta gueule, enfin, t'as fait 200 fois plus que moi dans ton industrie, dans notre industrie. Donc, mais c'est ça qui est fou, c'est que le mec ultra intéressé, ultra humble, moi, ça m'a foutu une vraie claque, quoi. Enfin, C'est quoi, ouais. Vas-y. C'est quoi les deux trois insights, les deux trois apprentissages en termes d'intelligence sociale que tu as pu apprendre de ce mec pendant le resto? T'as parlé du fait qu'il est hyper intéressé, il pose des questions, il parle pas forcément de lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas? Qui mais déjà, vraiment il ne maintenant parle pas limite. de lui. Ok. C'est ça qui est fou, c'est qu'il ne parle pas de lui. Et les seuls trucs pour lesquels il parle de lui, c'est des trucs dont il parle en équipe. On me disait, ouais, avec du coup mon bras droit, on a fait ça. Avec Machine, on a lancé ça, truc ensemble. Et il parlait pas jamais de trucs qu'il avait accomplis, mais que de trucs beaucoup plus bancal, entre guillemets, parce que pas encore aboutis, qu'il lançait. Donc, seule fois il parlait de lui, il disait, bah, c'est pas mon truc, c'est notre truc. En parlant des gens autour, de son équipe, etc. Et il parlait jamais des chiffres d'OnlyFans, tu vois. Mais jamais, je l'ai pas entendu. Et s'il en parlait, c'est quand moi je lui disais, ouais, en 2018, du coup, vous faisiez combien, machin. Mais il était jamais en mode, on fait 6,8 milliards par an. Donc, toi, avec ta plateforme qui vient de commencer, voilà. Pas du tout. Enfin, incroyable. Mais C'est Xavier un mec Niel, de quel âge, je suis lui? un peu jaloux, Alexandre. Je dois l'avouer, Xavier Niel, je suis un peu jaloux. C'est un mec de quel âge environ? Il a la trentaine, hein. Je crois qu'il a la trentaine. Ok. Et, euh, et lui, son premier truc, ça a été. Attends, lui, on est d'accord, il l'a racheté à quelqu'un, hein. C'est ça Non, l'histoire. lui, Non, non, non. il a fondé avec sa famille et il a vendu 75%. En 2019, du coup. Ce Ok. qui était, et moi, du coup, j'ai demandé ça. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as vendu en 2019, pardon, et alors que les courbes étaient comme ça, qu'il y a eu le confinement juste après, c'était quoi? Et en fait, vu que c'était une entreprise de Londres, bah en fait, quand tu te retrouves avec 25 millions à envoyer aux US sur une semaine, bah en fait, si t'as pas les très très bons contacts bancaires et que t'es pas américain, c'est très très compliqué. Mais genre très 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 compliqué. Euh, Parce que oui, il y a la notion de processing. C'est-à-dire comment recevoir des paiements du monde entier, gérer les devises, les frais, les machins, les conneries, nanana. Il y a ça d'une part, quand tu es une plateforme de contenu exclusif, mais aussi la redistribution, le reversement aux créatrices, aux agences. Va t'amuser si tu une créatrice russe qui a fait 30K en 30 jours en partant de zéro avec des cartes bancaires russes. Déjà, ça fait bip bip dans tous les coins, sur les banques, sur les processeurs, nanana. Et essaye d'envoyer 30K comme ça en Ukraine ou en Russie, tu vois. Amuse-toi. Euh, voilà, et je pense que ça participe aussi là à la situation que traverse OnlyFans. OnlyFans, c'est assez compliqué pour eux parce que bah, avec toutes les lois qui passent, envoyer de l'argent dans tout ce qui est pays de l'Est, etc., sachant que le détenteur d'OnlyFans est russe, Leonid Ravitsky, il y a un petit indice dans le nom, c'est très très compliqué. Donc ça m'étonne pas que là, il soit en mode à projeter de vendre potentiellement l'entreprise, quoi. Ok. C'est hyper intéressant de voir comment, en fait, ce qui finit par te bloquer quand t'es gigantesque, t'es milliardaire et puis tu fais 6,8 milliards de CA et t'es en croissance comme ça. Ce qui finit par te bloquer, en fait, c'est les process des trucs les plus archaïques possibles, quoi. C'est la Mais loi, non, c'est mais la c'est les banque. trucs les plus simples du monde. Enfin, en fait, moi, des fois, j'ai ce truc un peu prétentieux, c'est en mode le mec dans le X. Je suis en Ouais. mode, mais les gars de LinkedIn, là, pourquoi vous faites pas encore 500 000 euros par mois alors que vos banques vous ouvrent les bras, vous pouvez avoir des prêts, processer des paiements, ça vous coûte 2%, c'est sur Stripe, on vous fait jamais chier. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire 20 fois plus de CA, quoi? C'est-à-dire que le truc normal pour tout le monde, nous, c'est notre enfer du quotidien, quoi. Toi, t'as une plateforme, n'importe laquelle, imaginons un Fiverr ou un truc dans le genre, le mec veut s'inscrire, il met une adresse mail, un mot de passe, il poste une annonce, c'est bon. Nous, il va avoir un délai d'un jour et demi pour qu'on puisse valider son identité. Signature de contrat, 1 euro. Vérification d'identité, 1 euro à 2 euros. Bam, il y en a la moitié, les trois quarts qui vont même pas s'activer. Donc en fait, on a un coût d'acquisition qui est énorme. Et en plus, vu que tes premiers médias privés, tu vas les vendre à 3 euros. Nous, à 3 euros, si quelqu'un t'a parrainé et que le client est français, donc TTC, TVA française, on perd de l'argent. Donc voilà, nous, on est quand même dans cette situation mais ceux qui ne sont pas dans l'industrie du X, comment vous faites pour ne pas... Ce qui est un peu prétentieux parce qu'on a aussi une demande qui est énorme, donc ça compense, tu vois. C'est bien sûr. C'est Non, ce mais que bien j'allais sûr, te dire. évidemment. Mais c'est un C'est truc parce que d'ego quand t'es dans le truc, tu vois.
C'est ça, c'est Bien ce que sûr. j'allais dire. C'est bizarrement, les gens sont moins intéressés par des CRM de contact Oh là que là, tout de par suite, des. des Ouais. excuses, des excuses. Mais alors ça, c'est du coup, tu viens d'ouvrir aussi un super truc, c'est en termes donc de unit économique, ça ressemble à quoi? Même sans rentrer dans les chiffres, mais l'acquisition te coûte plus ou moins cher qu'un marché traditionnel? Alors, ce que je dis veut rien dire, mais j'aimerais bien comprendre combien ça te coûte d'attirer des gens sur la plateforme et quelles sont les réalités du churn. Est-ce que les mecs ils bougent de OnlyFans à Reveal à Mime à machin, ou est-ce que une fois que tu as réussi à choper un mec, il est très captif? Bah, c'est un peu un phénomène Netflix. Euh, D'un côté, on a... Comment je peux expliquer ça? Oui, effectivement, le switching cost même des fans est compliqué. C'est-à-dire que lorsque le fan est sur Mime, qu'il a ses petites habitudes sur Mime, etc., même si la plateforme qu'on lui propose est plus fluide, etc., etc., elle est mieux, elle est instantanée, voilà. Comme Netflix, quand ils sont arrivés, on se dit, ouais, mais attends, là j'ai payé un abonnement mensuel, est-ce que je vais vraiment en avoir pour mon argent? Faut que je recrée un compte, alors que moi je suis déjà sur Prime ou machin, je suis déjà sur Disney+. Ah, vas-y, c'est chiant. Sauf qu'après, il va voir peut-être deux, trois extraits des vidéos sur TikTok, il va revoir une vidéo YouTube, et puis il va voir une de ses créatrices favorites qui est sur Reveal. Bon, ah putain, elle est sur Reveal, elle est plus sur Mime, chiant. Mais c'est pas encore assez. Il va voir deux, trois stories de la créatrice. Ben, ah, putain, j'hésite à m'inscrire, etc. Et puis il va voir deux de ses autres créatrices préférées qui sont sur Reveal. Et en fait, c'est ça, c'est un combat de très très long terme. Et en fait, oui, notre coût d'acquisition, je dirais que d'un côté, il y a le média qui nous coûte cher, qui nous aide à nous faire connaître, que ce soit des modèles, des agences ou des fans. On a un autre coût d'acquisition, entre guillemets, c'est les modèles qui créent leur compte, qui mettent leurs médias, dont on vérifie l'identité, à qui on fait signer un contrat. Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Les frais d'hébergement, les frais de signature, les frais de vérification d'identité. Euh, et après, globalement, on a un troisième coût d'acquisition, c'est que quand les créatrices vendent leur abonnement à entre 3 et 5 euros, soit on fait quasiment pas de profit, soit on perd quelques centimes entre l'affiliation qu'on verse, la TVA, euh, l'affiliation, je crois que l'affiliation j'ai déjà dit, les frais de processeur, etc. Ouais. quoi. Donc on perd quelques centimes. Je vais juste brancher hop, je vais le Ah, rebrancher. mais hyper intéressant. Et Hop, parfait. du coup, la question qui me vient ensuite, c'est est-ce que quand tu recrutes un modèle, une créatrice, est-ce que elle est, enfin, est-ce que ta stratégie c'est d'essayer de faire comme à un moment TikTok faisait, c'est-à-dire ils payaient des mecs pour qu'ils soient, enfin, ou ils payaient ou ils sponsorisaient ou je sais pas comment ils se démerdaient des mecs pour qu'ils soient comment dire, en exclusivité chez eux. Est-ce que ça c'est un truc que, parce que je suppose que la relation que j'ai l'impression que tes fans utilisent, c'est plutôt une relation avec le créateur ou la créatrice et Ouais. pas tant une relation avec la plateforme en tant que telle. Non, ils s'en Elle peut foutent de être, la plateforme. Ils s'en foutent de ouais. la plateforme. Ils Et s'en donc, foutent est-ce de que la plateforme. c'est gérable d'avoir enfin, ouais, de l'exclusivité? Ça, c'est un truc que m'a appris Tim Stockley, du coup, fondateur d'OnlyFans. Il m'a dit qu'en fait, à chaque fois qu'ils avaient mis un gros chèque sur la table pour signer une créatrice en exclusivité, en fait, ça se sentait, la créatrice s'investissait pas vraiment. Souvent, c'était une star qui était en mode, voilà, j'ai créé OnlyFans, hop, une story, un post, waouh, et puis rien après. Et donc, en fait, il me disait, on a gagné beaucoup plus d'argent, de fans, etc., avec des créatrices inconnues qui faisaient un bad buzz ou un marketing excellent euh, parce qu'elles voulaient vraiment attirer les gens sur OnlyFans, qu'elles croyaient vraiment en OnlyFans, en le modèle économique, en l'argent qu'elles pouvaient gagner avec. Euh, alors que oui, des grosses créatrices signées en exclusivité, très souvent, ça leur a fait, ils étaient ouais, à peine rentables ou pas du tout quoi sur l'opération. Après oui, ça fait des articles de presse évidemment, mais sinon bon, nous c'est pas un modèle sur lequel on mise. Nous on est plutôt en mode, on vous offre votre visibilité, votre interview, on vous met un manager si vous le souhaitez sur Reveal. Et en fait, naturellement, au fur et à mesure, vous allez voir que vous êtes mis en avant gratuitement sur la plateforme Reveal devant tous les fans. Et en fait, mieux vaut être une grosse créatrice sur une petite plateforme qu'une petite créatrice sur une énorme plateforme. On vous met en avant via le média, on vous met en avant sur la plateforme, vous payez moins de commissions, c'est plus optimisé, vous gagnez en gains parce que les fans n'ont pas à refresh pour voir la conversation, par exemple, les nouveaux messages. Et en fait, au fur et à mesure, elles s'aperçoivent qu'elles ont plus intérêt à s'investir auprès de Reveal qu'auprès de Mime.
Et c'est là où en fait voilà, peu à peu, elles enlèvent le lien mime de leur bio, elles pubent de plus en plus leur compte Reveal, etc. Ok, ok. Moi, j'ai une question sur le média. Alors, j'ai l'impression que tu as pop super vite. Que Oui. presque du jour au lendemain sur le média, bah aujourd'hui tu as dit que tu as 100 millions, plus de 100 millions de vues par mois, ce qui est absolument délirant. J'imagine que tu crois au compte le 150, podcast. 150. 150, pardon. 150 millions. Quand même, quand même. J'imagine- tu crois au compte le Attends, podcast. juste le calcul, excuse-moi, je te laisse finir ta question, c'est juste pour bien comprendre, le calcul de 150 millions de vues, il est fait YouTube plus les plateformes short. Alors, il y a YouTube. YouTube, c'est pas beaucoup, c'est 4 millions par mois. Nos comptes Ouais. Insta. Donc, il y a Mano Labranche, il y a Reveal Platform, il y a Reveal Replay, Reveal Clip, Best of Reveal, etc. On a plein, on fait du 50 millions de vues par mois sur nos Insta. Donc, sans compter les comptes de riposte Insta. Les comptes de riposte Insta, on a regardé le mois dernier, on était à une trentaine de millions de vues. Ceux qui ne sont pas les nôtres. Ok. Donc là, on est déjà à 80, 85. Et ensuite, TikTok, c'est ahurissant. Enfin, on fait 2 à 3 millions de vues par jour dessus. Enfin, quand je dis 150, c'est vraiment en deçà pour pas gonfler les chiffres. 150, c'est vraiment ce dont on est sûr qu'on a vu, qu'on constate. Sachant qu'il y a peut-être la moitié qu'on voit pas, quoi. Et 2 à 3 millions de vues par jour, et tu te rends compte que, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est plus, je, je pense que c'est plus qu'un grand média, genre un Le Monde, il a pas 2 millions de lecteurs par jour. Ah non, absolument pas. Après, pareil, Bah pareil, mais des fois, bon. c'est du contenu repris. Il n'y a pas forcément le logo reveal. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait ce sentiment d'omniprésence des modèles qui scrollent et qui disent putain, mais les modèles qui sont sur Reveal, elles ont une exposition de fou. Bah oui. Que les agences se disent putain, mais si c'était ma modèle à la place de celle-ci, je gagnerais combien? Que les investisseurs ou les entrepreneurs comme vous, vous n'êtes pas du tout dans mon industrie, mais vous vous dites juste putain, mais il est partout ce bâtard. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc. Et en fait, les fans se disent, mais attends, mais c'est quoi ces vidéos? J'ai envie de les regarder sur YouTube, machin. Hop, version longue YouTube. On a 20-25% de nos vues YouTube qui viennent des search, ce qui est quand même une stat folle. Euh, et après, derrière, ils voient le lien reveal en commentaire épinglé en description. Et là, ils achètent. Derrière, bam, petite vente. Sur laquelle on perd de l'argent, mais petite vente quand même. Bon. Excuse-moi, Luc, je t'ai coupé, mais c'était pour comprendre le contexte. dans tous les cas, j'avais posé exactement la même question pour savoir si c'était sur podcast ou également sur Short. Mais là, t'as parlé de comptes de riposte. C'est que des affiliés, ces comptes, j'imagine? Non, c'est soit. Alors, les comptes de riposte, c'est soit un gars qui travaille avec moi, qui est mon petit frère. C'est ça qui est très marrant. C'est mon petit frère qui a. Bah, en fait, je me disais, je veux un mec qui connaît très bien TikTok et en qui j'ai totale confiance parce qu'il a quand même le mot de passe de tous mes Insta. Mon petit frère il m'a dit, bah écoute, moi j'ai du temps. Donc là, il envoie. Et ensuite, les comptes TikTok, en fait, c'est juste des gens qui veulent grossir très vite en audience. En fait, c'est des mois de l'époque. C'est des fortunes médias de l'époque qui vont shorter des interviews que d'autres font pour gratter des vues de la viralité. Et du coup, je les vois qui shortent mes interviews et qui vendent des formations TikTok, comment faire des vues sur TikTok avec mon contenu. Mais ça que je trouve génial. C'est qu'en plus, nous, ils nous font des vues de tarés. Et puis eux qui vendent une petite formation à 7 ou 17 euros derrière, bah, grand bien leur face, quoi. Mais c'est même pas les affiliés. On ne paye pas nos clippers. Tout à l'heure, alors c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as dit que t'avais mis 100 à 150 000 euros en gros sur la table pour le média. Les coûts comprennent quoi? C'est la location du Airbnb, j'imagine. C'est le matos de vidéo, plus c'est le montage. Est-ce que tu payes les modèles aussi qui viennent? Qu'est-ce que tu englobes? Parce que c'est une sacrée somme quand même. Alors, ouais, en coût média, on est en moyenne lissé à 12K par mois. C'est quand même une belle somme. 5K de post-prod, miniature, community management, publication des reels, des vidéos, montage, intro, etc. Les reels, les 30 reels par mois. Ça, on est à 5K. Ensuite, en studio, bah, on est facile à entre 1K5, 2,5K à peu près. Ça dépend si on loue des trucs à l'extérieur, si on fait venir une prod, si on fait un tournage en plein air, ce genre de choses. Euh, et après, il y a le défraiement de moi qui me rend sur Paris, du coup, qui prend une chambre d'hôtel, alors que je suis pas à Paris, non, forcément pour le plaisir, qui prend une chambre d'hôtel, qui reste 2 3 jours, qui fait des trajets en Uber, etc. Et non, on ne paye pas les modèles. En fait, si on avait un modèle économique là-dessus, on devrait même facturer les modèles. Enfin, une interview chez Reveal, ça rapporte énormément d'argent une modèle.
Euh, Là, quand c'est bien géré derrière, enfin, on les voit facilement parfois doubler leur CA sur les 2-3 mois d'après, parce qu'en fait, bah, il y a nous, notre pub qu'on lui fait, mais il y a aussi voilà, tous les clippers, tous les TikTokers qui la mettent en avant, qui la créditent, ou alors qui lui font du reach. Euh, et enfin, c'est une publicité énorme, complètement gratuite, quoi. Donc ce serait plutôt Et, l'inverse. On devrait plutôt demander un paiement plutôt que les payer de elles. et d'ailleurs, c'est peut-être ce que font d'ailleurs, je sais pas si tu dois forcément connaître, il y a un podcast aux États-Unis qui fait venir plein de filles qui ont ce type de plateforme et elles passent un peu pour des débiles au micro puisqu'ils ils invitent aussi C'est un whatever. homme qui est très certainement, je me souviens plus exactement du nom. Et en fait, leur stratégie est absolument démoniaque. En fait, ils essaient de faire passer les filles le plus possible pour des débiles, vraiment, hein, premier degré. Et derrière, en fait, ça va venir ramener tout un tas de mecs qui, je ne sais pas trop pourquoi, vont ensuite sortir la carte bleue pour payer le OnlyFans de ces meufs. Et ça Ah, bien marche sûr. super bien. Euh, Est-ce que c'est un, c'est un des modèles, parce que je sens que tu testes plusieurs, que tu cherches encore sur les formats. T'as testé un truc avec un format, je crois que ça t'avait coûté pas mal d'argent. Even, et le format en salle blanche? Exactement, exactement, exactement. Tu testes des choses. Est-ce que déjà combien ça coûte de tester les formats? Et est-ce que ce format Très cher. podcast, ouais, dis-nous tout alors, ça m'intéresse. Non, bah en fait, les interviews, ça ne coûte pas très cher parce qu'en fait, c'est un studio de podcast, c'est 1 heure. Bon, oui, t'as l'hôtel, t'as le défraiement de mon assistante, machin, quand elle est là. Ça va, mais en fait, effectivement, un studio de podcast, même si le mec lambda qui découvre la vidéo, il se dit putain, 120 € l'heure, aïe. En fait, il se dit putain, 2 € la minute, c'est énorme. Mais en fait, personne ne se rend compte que lorsque tu fais déplacer une équipe de prod, que tu loues une salle, etc., une vidéo, ça coûte facilement 3 000. Mais très facilement. Location de salle, 800, 1000, les lights, les add-ons, entre 200 et 400. Tu fais venir une équipe de prod, c'est 1004, 1005, hop, toc. T'as 3 000 balles hors montage, quoi. Mais en fait, c'est aussi parce que là, le format interview, il a cartonné. Mais en fait, à part bien poser des questions, ce qui n'est pas forcément évident, hein, faire le taf que je fais, tout le monde se dit oui, tu poses des questions. C'est plus que ça quand même. Mais c'est faisable. Là, il y a plein de mecs de l'OFM qui reprennent le format, qui font des podcasts, des interviews. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est la vie. C'est-à-dire que ça marche bien. Et du coup, là, ça vient hausser sur tout ça. Là, les interviews, on continue parce que c'est notre best-seller. On sait que ça marche à moindre coût. À moindre coût, on s'entend. Et là, ouais, on commence à faire des formats à l'américaine. C'est-à-dire que Reveal, ça devient une vraie chaîne YouTube avec du vrai divertissement. Là, on a fait un concept il y a quelques jours, Pop the Balloon, donc très inspiré des formats US où t'as 4-5 filles qui sont en ligne, t'as un mec qui arrive, et si le physique le plaît pas, hop, elles éclatent le ballon avec le cure-dent. S'il y a un truc qu'elles aiment pas, tac, elles explosent le ballon. Et après, on leur donne le micro en mode, bah, en fait, pourquoi tu viens avec un slim ultra serré, on n'est plus en 2012. Et en fait, on fait ce genre d'extrait sympa. De l'humiliation en direct. Oui, après ça va, on est là pour. En fait, tout le monde se dit que c'est du divertissement et c'est ok. Mais oui, il y a un petit côté de façon, il faut du clash. C'est aussi ce que j'explique aux créatrices qui sont quand même pas mal attachées à leur image, parfois un peu princesse. Je leur dis, je fais, ouais, on se calme. Tu sais, des fois, elles me disent, ah, mais sur TikTok, il y a un clipper qui a fait une vidéo avec marqué Cette Tana, nanana, nanana. Ou en fait, les clippers, ils savent comment faire des vues et forcément, ils passent par le biais de négativité pour faire du reach. Et en fait, je dis aux créatrices, mais c'est pas en faisant la star, en mettant des shootings ultra chiadés ou juste des reels qui te mettent grave en valeur en mode t'es trop belle, le playback, tu l'as trop bien fait, on s'en fout, tu vois. Moi, ce qui m'a fait vraiment bien exploser très rapidement, genre 2 mois après le lancement du média, c'est les premières vidéos avec Evan où en gros, elle me drague pendant l'interview, je deviens tout rouge, et les clips c'était ce Neuil se fait draguer par cette Latina. Cet énorme geek à lunettes ne sait plus quoi dire devant cette actrice X. Et en fait, c'est parce qu'on était très à l'aise, que ce soit Evan ou moi, à se faire clasher à mort, que ça a autant pris. Et c'est pour ça que ceux qui tiennent trop à une image ultra sans aucune tâche, parfaite, on peut rien dire, on se moque jamais de moi, en fait, ils s'assoient sur 95% de leur reach. Incroyable. Et pourquoi tu t'es lancé en français et pas en anglais? Parce que j'avais des avantages comparatifs en France
C'est même ce que je dis aux managers que je forme. Ils me disent ouais, mais le gâteau américain, il est énorme. Oui, mais encore une fois, si t'as une cuillère minuscule, ça va pas servir à grand chose d'avoir un gâteau énorme. Là en France, moi je parle français. Toutes les créatrices françaises m'ont déjà vu ou me connaissent au moins de nom. Mon associé, il a une énorme agence OnlyFans française. Je connais des managers des agences OFM françaises. Donc en fait, j'ai pas d'autre choix que d'être en France, parce que si j'arrive aux US, je serais un parmi tant d'autres qui essaie de lancer sa petite plateforme en mode elle est géniale. Voilà. Après, évidemment, ce qui est génial avec YouTube, là, ils intègrent la traduction automatique via IA. J'espère être vite parmi les chaînes qui en bénéficieront pour justement en fait pouvoir doubler nos interviews en anglais. Et il n'est pas du tout impossible que moi, dans un an, j'aille carrément interviewer en anglais en mettant une voix off française dessus pour garder mon audience française, mais pour aller chercher l'US avec une chaîne YouTube avec ouais, on aura 100 000 abonnés d'ici cet été, et après ça va être exponentiel, je pense. Ok. Sachant qu'en plus, déjà, le gâteau, si t'arrives à choper toute la francophonie, il est gigantesque, non? Gigantesque, oui et non. En fait, oui, il est gros, mais enfin, moi je suis éberlué dès que je vois des agences US qui me disent chiffrer un peu pour eux là-bas, c'est entre 3 et 5 cas par jour. Ici, Ah ouais. chiffrer un peu, c'est entre 500 à 1500 par jour. Parce que les gens fantasment énormément sur l'OFM et sur les marges qu'on fait en tant que. Tu sais, tout le monde dit moi j'aurais dû lancer OnlyFans, j'aurais pris 20% sur tout, je serais bien. Ou alors, je vais lancer une agence OnlyFans, comme ça je prends 50% de la créatrice et c'est bon. Mais mec, entre tes softwares, tes chatters, tous les conneries de proxy de téléphone que tu vas devoir acheter, les monteurs, les machins et tout, si tu fais 50K net après TVA, après commission de la plateforme, déjà la créatrice prend 25K, toi tu vas te sortir avec peut-être 15 000 euros de frais, donc tu as 10 000 balles de profit avant impôt, c'est très bien, mais on est loin du 25 000 euros dans la poche, quoi. Et ça encore, c'est pour une agence qui fait 50K, ce qui est déjà pas mal. Très souvent, les agences elles font entre 20 et 25K, 20 et 25K en OFM, c'est-à-dire que tu fais 3-4K net, hein. C'est Ouais, pas énorme, énorme. Et est-ce que, alors t'es pas obligé de nous répondre, est-ce que aujourd'hui t'es break-even? Est-ce que tu t'autofinances? Est-ce que tu réinjectes de la thune avec tes autres activités? Je réinjecte toute ma thune en fait dans ce projet. Je, en fait, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de vivre comme un SDF si Reveal explose que l'inverse. C'est-à-dire que si je prends une nuit d'hôtel à 800 balles, je me dis putain, c'est quand même, ça aurait pu être une petite feature Reveal, tu vois. Tu vois le niveau de démence du fondateur de SaaS, tu vois. Là, Reveal, c'est rentable. C'est-à-dire que si on arrête de. Alors, pas le média. La plateforme est rentable. L'hébergement des médias, les gens qui bossent pour elle, les outils, etc. Ça, c'est payé. En ok. revanche, le média, là, je réinjecte encore un peu de thunes, mais beaucoup moins qu'avant, parce que là, on commence à avoir des sponsors. On a signé récemment CyberGhost VPN, par exemple. Euh, Plusieurs milliers d'euros la vidéo, donc ça commence à être sympa. Mais après, là, ce qui paye quasiment tout, c'est-à-dire les dîners, les soirées avec les créatrices, etc., euh, c'est clairement une activité d'accompagnement où, en fait, on forme des gars à lancer leur propre agence. On les met en relation avec une modèle qui cherche une agence, et cette modèle, on la met sur le média et on la fait exploser. Donc en fait, on a une offre qui est imbattable sur le marché. En plus, avec un mantra qui est mais en fait, nous, les 4K de coaching que tu vas payer, ils vont être réinjectés directement dans le média, dans Reveal, ce qui est la vérité pure et simple. Déjà, les gens sont plus à l'aise de payer quand ils savent que l'argent que tu vas le refouler dans ta plateforme dans le média et pas en lambeaux à Dubaï. C'est con, mais c'est comme ça. Et après, on leur dit, mais en fait, nous, évidemment, que on a intérêt à te prendre dans le coaching pour le prix de ce dernier. Mais en vrai, nous, ce qu'on espère, c'est que tu marches énormément parce que nous, on va aussi se rémunérer sur les commissions sur Reveal. Donc, plus tu marches, plus la plateforme grossit, plus on fait du CA, plus tu fais du CA, plus on fait du bénéf, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui viennent vous voir en accompagnement. Ils ont, si je comprends bien, hein, ils ont rien, et toi, tu leur trouves une modèle et tu leur apportes l'exposition. Ouais, mais on les forme 2-3 mois avant, quand même, parce que sinon, on va pas, en termes de réputation, on peut pas se permettre de lancer un noob avec une créatrice, quoi. Ouais, non, non, mais bien sûr. Mais ça veut dire quand même que tu as une offre qui, en effet, est imbattable. C'est-à-dire que tu Ah non, on builds a un une offre de fou business pour furieux. le mec. Oui, oui. Tu fais de la franchise, c'est de la franchise d'OnlyFans, quoi. C'est un peu, J'exagère. c'est un peu ça. Ok, hyper intéressant. Alors, moi j'aurais une dernière question.
c'est quoi ton ambition avec cette plateforme? Est-ce que finalement le fondateur de OnlyFans, ce qui était sous NDA, c'était mec, tu atteins ce palier et après je te rachète? Bon, forcément, tu vas pas pouvoir nous le dire, hein, mais est-ce que toi, tu te vois déjà le revendre la plateforme au-delà d'un certain seuil? Est-ce que tu te dis non, c'est bon, je veux créer the next big thing, next big shit en l'occurrence, et je vais essayer de concurrencer OnlyFans? C'est quoi ton ambition? Euh, je pense qu'il serait difficile de résister à un ticket à 100 millions. Je pense que 100 millions, ce serait une très très belle revente. Euh, et du coup, en fait, je vise un peu ça parce que dans le X, on est quand même sur un modèle qui est génial. On est du SaaS en marketplace, ce qui est un des business les plus difficiles à cause du fameux effet de réseau. Pour avoir des fans, il faut des modèles d'agences, et ainsi de suite. Nan, nan. On a une marque média qui est là en 8 mois est devenue énorme. Alors dans 3 4 ans, qu'est-ce que ça sera? Donc si on combine le côté SaaS en marketplace avec du recurring, B2B2C, avec le côté média, un média ça se revend des millions même quand c'est pas rentable. Donc un média rentable avec un nom de marque qui est extrêmement connu, c'est aussi ce qui fait la valo de Mime, c'est le nom de marque qui est super connu, avec une bonne image dans le X ce qui est pas gagné quand même. Bonne image, je veux dire auprès des créatrices, il n'y a pas eu de scandale, c'est très très bienveillant, etc. Euh, je pense que ça peut se revendre très très cher. Ce qui est mon ambition oui, dans quelques années, quand on aura une plateforme vraiment hardcore. Mais il y a 6 milliards de choses à faire avant, quoi. Trop stylé. Et Alex, moi, ça me donne envie de, lorsqu'on aura un peu plus de budget, d'avoir plein de keepers qui balancent des shorts du podcast sur tous les réseaux. C'est vrai. On fera C'est, appel je... à nos petits frères, Alex. Ça a l'air de Oui, bien marcher. ouais, Embauchez vos on petits peut- frères. C'est ça le vrai conseil business de ce podcast. c'est ça. Mais on a deux petits frères qui sont des devs, un chacun. Donc ils vont faire moins de marketing. Ah, ça mange de la carte graphique, quoi. C'est plus ça, c'est différent. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, on a évoqué ça en intro, mais euh, on parle beaucoup là des modèles IA. Hier, j'ai appris Ah oui. que quelqu'un avait réussi à lancer un SaaS pour créer des modèles IA et il gère en gros, il fait le manager, le SaaS fait le manager OnlyFans si tu veux. En gros, répond, te fait facture les trucs à ta place. Je sais pas exactement ce que ça fait, j'ai pas digué, mais et visiblement le truc commence à très bien marcher. Qu'est-ce que tu penses de tout ce truc-là? Je pense qu'on avait rapidement parlé, mais c'est quoi ton analyse un an après? Bah, en fait, l'IA, 100% IA, ça marche très très bien. C'est-à-dire que là, il y a par exemple des sites comme Candy AI qui marchent très bien. En fait, tu vas dessus et tu dis, bah, je veux que la meuf soit asiate, un peu métisse, fasse 1m54, ait un bonnet qui soit du F, mais ait des petites fesses et ait 3 seins. Et ben en fait, là, et je veux qu'elle fasse telle action sexuelle, telle action, telle action. T'appuies sur générer, t'as ton film pour adultes, de la durée que tu veux, avec les pratiques que tu veux, en POV ou en machin, tu as tout ce que tu veux à la demande. Ça va cartonner. En revanche, moi je pense que l'espèce d'entre-deux de tu fais de l'OFMIA, et en fait ça repose sur du mensonge à mort parce que bah c'est une modèle qui n'existe pas et le mec ne sait pas qu'elle n'existe pas. Ça légalement auprès des processeurs de paiement, etc. C'est très compliqué. Et en fait, nous, c'est la raison pour laquelle on a fait marche arrière là-dessus. Au début, on est arrivé avec les modèles IA parce que personne ne voulait de Reveal en tant que plateforme pour les humaines. On n'avait pas ce succès-là encore, donc on était en mode, bon, bah, on a peut-être notre carte à jouer sur les IA. Le problème, c'est que qui c'est qui publie du contenu en tant que les modèles IA, en tant que modèle IA, c'est des mecs. Les mecs dans cette industrie, c'est les pirates. Ils sont responsables de 99% des vols de contenu, des deepfakes, etc. Donc c'était Deepfake Land. C'était contenu volé land, c'était infect. Les modèles étaient en mode ah, il y a des modèles IA, d'accord, ok, d'accord, donc vous cautionnez ça. Et on a ce côté-là un peu reproche qui revenait beaucoup. Donc on a décidé de se dire bah en fait au lieu d'être une modèle d'être une plateforme pardon 100% IA ou qui tolère les modèles IA avec son lot de problèmes etc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les interdire et en fait on va jouer cette carte-là auprès des modèles en disant bah nous on est la seule plateforme sans IA. Ah oui, Donc d'accord. Donc voilà, virage à 180 degrés en mode, complètement, ouais, c'est mort complet quoi. complètement. Et donc ouais, donc toi ton idée c'est de dire
c'est un peu le fameux paradoxe de Tugan. C'est soit tu joues la carte IA à fond, et là, ce que tu disais, Ouais. la plateforme que tu décris, quoi. Et donc, t'es sur un bail de. C'est clair pour tout le monde, mais par contre, c'est full IA, et donc tu peux customiser ce que tu veux, en fait. Soit tu joues la relation, la vraie relation, et donc là, tu passes sur de. En fait, quelque part, les histoires d'IA, ce qui vont plus tuer, c'est les sites classiques et pas tant OnlyFans, en fait. Enfin, Je pense, j'en oui. sais rien Ouais, s'ils je vont le pense. tuer, mais ils vont rentrer plus en concurrence avec le site classique qu'ils ne vont rentrer avec là où tu as une vraie relation. Oui, c'est très possible, très possible. Ok. Et tu sais combien ça génère un site comme ce que tu viens de décrire là? Enfin, les chiffres, un peu, les grandes lignes? Je sais que c'est plus de 6 chiffres par mois, mais quels 6 Ouais. chiffres, ça, bonne question. Ok. Ok, ok. Mais Ouais, ça c'est marche très clair. bien, en fait. Enfin, en plus, ce qui est génial, c'est que, pareil, tu fais 6 chiffres par mois avec un truc, une plateforme d'IA, t'as pas d'IA à rémunérer. Donc tu prends 100%. Ouais, tu Donc en dois avoir fait, un peu de crédit Amazon, un peu donc en de fait, je en sais pas fait quoi. une plateforme qui n'a pas de modèle API, de modèle à payer, pardon, euh, si elle fait 5K par mois, elle fait 4K de profit. Pour faire 4K de profit en tant que plateforme de contenu exclusif avec des clients français, ce genre de choses, tu dois être à du 70-80K de GMV, quoi. Donc en fait, Ouais. pour le même profit, voilà. Après, pareil, le risque est vachement dilué lorsque tu as des modèles humaines. Si une modèle arrête, t'en as une autre qui prend le relais. C'est beaucoup moins sujet à débat, le côté modèle IA, avec tous les problèmes que ça entraîne. Donc chaque truc a son Parce avantage. que Pareil, nous on deepfake, grandit via nos modèles. Une plateforme comme Candy AI ne peut pas grandir via ses modèles. Tu peux pas avoir ouais, le beurre, l'argent du beurre, quoi. ouais, non, c'est une plateforme tech comme dans d'autres industries qui doit se démerder avec faire connaître et tout. Les problèmes de deepfake, le régulateur vous emmerde avec ça? C'est ça? Le régulateur, pas trop. Les processeurs de paiement, oui, en fait, sont très regardants. Visa, Mastercard tiennent absolument à ce qu'il n'y ait pas de contenu volé, de contenu pédopornographique, ce genre de choses, quoi. Ce qui est tout à fait normal pour le coup. Oui, oui. Donc nous, on a des logiciels d'IA qui scannent absolument tous les contenus dès qu'il y a. C'est jamais arrivé pour l'instant qu'on ait une underage, mais ça scanne en fait les visages. S'il y a des potentiels mineurs, ça détecte. S'il y a des armes, ça détecte. S'il y a du sang, des matières organiques, je fais pas un dessin, ça détecte aussi pour que nous on puisse remove derrière. Et en fait, c'est tout con, mais pour publier du contenu sur Evil, nous on est une plateforme 100% féminine. Et c'est pour ce côté féminin, parce que quand t'es un mec hétéro, ce que la majorité du marché, si tu vas sur un site, t'as pas envie de voir du contenu gay en dessous de ton contenu hétéro. Voilà. Mais aussi parce que, comme j'ai dit juste avant, les mecs sont responsables de 99% des vols de contenu, des deepfakes, etc. Donc nous, on a carrément fait en sorte qu'une carte d'identité masculine ne passe pas. Ok. Ce qui a réduit drastiquement nos problèmes de deepfake, etc. Et on s'est assis sur 2-3% de CA et une image qu'on n'aurait pas voulu, quoi. Ouais. Ok. Ah oui, oui, d'accord. Et donc vous avez des IA ça, c'est des prestataires de services ou c'est des trucs que vous avez développés? Les Non, IA qui non, c'est scannent, un des armes? prestataire. C'est trop, Ouais. bien trop dur à développer. Ok, ok. Et donc vous avez jamais de problème de gens qui se ramènent avec des AK ou ce genre de trucs, quoi. Des AK? Des AK-47, tu vois, je sais pas, une arme. J'ai pris au hasard. Non, des fois on a des trucs genre des matraques, des machins, mais ça on accepte. Enfin, c'est comme les cravaches, etc. Et oui, ça serait chiant de voir un contenu avec un couteau, ce genre de truc, tu vois, t'as pas envie. Ouais, non, je comprends. C'est la mauvaise ambiance. Voilà, c'est ça. Pas chiant, chiant. Chiant. Ouais. Parce que vous, en fait, il n'y a pas de contrôle d'une autorité. Par contre, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne. C'est un peu ça le truc. Ou Ben, si. tu peux avoir un contrôle de la DGCCRF, quoi, mais c'est rare en fait les contrôles de ce type. Oui, effectivement, ils arrivent que lorsqu'il y a plainte, ce qui est un bon fonctionnement en soi, Ouais. mais pareil, en fait, une plateforme qui pense à sa longévité et à son image a pas intérêt à avoir des images illégales sur son site, quoi. C'est comme on peut en parler un peu pour conclure, je trouve ça intéressant, c'est là la croisade de la France contre l'accessibilité du porno aux entreprises du X. Enfin, c'est mal foutu, quoi. Imposer la restriction d'âge, la vérification d'âge, du coup, à toutes les plus grosses plateformes, c'est le meilleur moyen pour pousser tout le monde sur des sites
en russe, pas du tout régulé, pas du tout sur les radars, et qui vont héberger du vol de contenu, du deepfake, du contenu complètement illégal, etc. Et en fait, c'est toujours la France qui, au lieu de faire un truc qui serait smart, par exemple, c'est quand tu t'inscris sur Instagram, etc. Moi, j'ai pas eu de mal à mettre ma carte d'identité sur Instagram, par exemple, quand j'ai pris Meta Verified. Ou alors sur le téléphone directement, faites vérifier l'âge d'utilisateur sur le téléphone ou sur les plateformes de réseaux sociaux et ensuite masquer automatiquement le contenu adulte, tu vois. Personne n'a envie de mettre sa carte d'identité ou sa face sur un contenu adulte. Euh, alors que là, effectivement, ce serait plutôt la France ou être smart. Elle dirait, bah voilà, les réseaux sociaux, les téléphones, on impose une vérification d'identité. Comme ça, on sait quel âge a la personne qui détient le téléphone ou le compte des réseaux sociaux. Et ensuite, le téléphone ou les réseaux sociaux n'affichent pas les contenus plus 18. Nous, encore une fois, on n'a aucun intérêt à avoir des mineurs sur notre site. On demande une carte bancaire, on fait payer le contenu, les mineurs n'achètent pas. Et s'ils consomment gratuitement, ça nous fait des connexions en plus, ça biaise nos stats, ça nous rapporte zéro. On n'a aucun intérêt à cibler les mineurs. Au-delà de l'aspect légal, qui serait la réponse propre, oui, non, c'est illégal, nous ne le faisons pas. Même par intérêt capitaliste, égoïste, économique, ça nous sert à rien, les mineurs. Et par contre, vos putains de vérifications d'âge, oui, c'est chiant parce que le mec, il est en train de se faire plaisir sur un site, il a pas envie de mettre sa carte d'identité toutes les heures, quoi. J'avais pas compris quand tu l'avais dit tout à l'heure, quand tu avais dit oui, OnlyFans a perdu X% de son trafic, mais en fait, c'était pas pour une raison de les mineurs peuvent plus consommer, c'était une raison de les autres mecs Mais n'ont pas envie de bien mettre leur... sûr, mais évidemment, aucun mineur n'achète sur les plateformes parce que dans tous les cas, ils savent qu'ils vont avoir le débit sur le compte bancaire. S'ils sont mineurs, le compte bancaire, les parents y ont accès. Donc les mineurs, on ne peut rien leur vendre, ça ne nous intéresse pas. Même s'ils ont l'argent, on ne peut pas leur vendre parce que eux ne vont pas le faire par rapport à leurs parents. Ouais. Donc on n'a aucun intérêt économique, égoïste à cibler les mineurs. Nous ne voulons pas de mineurs, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Sauf que ça nique notre chiffre d'affaires envers les majeurs. Parce que eux ont pas envie de vérifier leur identité 26 fois par jour, ce qui est normal. Et du coup, eh ben, ils tapent site de X sur Google et ils descendent juste plus bas jusqu'à temps de trouver des sites qui leur demandent pas la vérification d'âge. Et en fait, c'est un problème fini. Ils descendent parce que OnlyFans, PH, etc., ils sont en mode vérification d'identité toutes les heures, ils cassent les couilles. Donc ils vont plus bas, ils prennent celui-là. Sauf que plus t'es bas dans les recherches Google, plus t'es sur les radars de la loi. Donc moins t'es régulé, donc plus tu vas avoir du contenu illégal, deepfake, volé, etc. Encore une fois, c'est la France qui comprend toujours rien et qui fait des régulations. C'est des régulations oui, de chansonnettes. C'est des régulations de place publique où tu fais oyé oyé et t'annonces un truc que t'as fait, t'es génial, tu penses à tout le monde et en fait juste tu rends les choses encore pires. Mais c'est habituel, c'est habituel, c'est habituel. Voilà. Très intéressant. Passionnant. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Ouais, c'est tout pour moi aussi, merci beaucoup. Bah, merci à vous Manoa, de on m'avoir se dit à invité. dans un an du coup. Bah, je repasse dans un an. Je repasse dans un an quand je ferai 6 millions par jour. Euh, Et j'ai cru voir sur ton Telegram là que tu commençais petit à petit à monter aux 1000 par jour, ce qui est très honorable. 1000 par heure. 1000 par heure, pardon, 1000 par heure. Oui, oui. On est- Oui, oui. Non, non. Non, 1000 par jour, on fait déjà depuis pas mal de temps. Là, ouais, ça arrive de plus souvent des heures où on fait plus de 1000 balles. Pas encore toutes les heures. Je vais pas te dire qu'à 8 heures du matin, on fait 1000 euros par heure, c'est pas vrai. Mais là, on commence à avoir. Les soirées, elles sont jolies, ouais. Et on a toujours cette petite remarque de certaines agences en plus qui nous disent mais vous faites que ça. C'est ce que je peux faire parfois avec mon agence. Et en fait, les agences comprennent pas que la majorité de leur CA vient du fait que ça soit OnlyFans et son image, la notoriété, le fait que ce soit sécurisant, OnlyFans et la modèle. Et ils comprennent pas en fait que 1000, 2000, 3000 euros, voire plus, sur un SaaS marketplace qui n'existait pas il y a 6 mois, c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus difficile à atteindre que 3-4K en agence sur une plateforme comme OnlyFans. Surtout que nous, on se valorise en fait. Dès qu'on fait du MRR, du vrai MRR, on se valorise. Ton agence se valorise pas. Une agence OnlyFans, ça se valorise, allez, le profit sur un an, max. Et tu auras très peu d'acheteurs. Quel lien est-ce que je partage, Manoa, sous la vidéo?
ton LinkedIn, la chaîne Mon YouTube, les LinkedIn, médias. oui, mon LinkedIn. Non, l'Instagram LinkedIn. Fortumedia, si les gens veulent regarder, c'est là où je parle business, où je mets les insights de Reveal, c'est le plus pertinent. Et s'ils veulent se marrer, il y a le compte @Manuel Labranche, où là on rigole. Là on se marre. Là, c'est du contenu divertissant, quoi. C'est pas du start-upper LinkedIn. Eh bien, écoute, c'est bien noté. Merci infiniment pour ton passage. Bah, merci à vous. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.